À l'instant où j'ai remué la bisque de homard posée sur le bureau de mon mari et vu quelques grains de poudre blanche remonter à la surface de la cuillère, j'ai compris avec une clarté absolue que l'homme qui venait de m'embrasser le front en me disant de bien manger voulait ma mort. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas confronté. J'ai discrètement pris des photographies, calmé le tremblement de mes mains et attendu de voir jusqu'où il était réellement prêt à aller. Je m'appelle Claire Vance. Et pendant 15 ans, j'ai cru bâtir un mariage avec mon mari, Julian, directeur général d'une entreprise que ma propre famille avait discrètement financée depuis le tout début. Ce matin-là, il m'a accueilli dans son bureau d'angle avec un bol de ma soupe préférée, un sourire maladroit que je ne lui avais jamais vu et une main posée sur mon épaule qui m'a hérissé la peau au lieu de me réchauffer. Un homme qui n'avait jamais fait bouillir une casserole d'eau pour moi en 15 ans jouait soudain les maris dévoués et chaque rouage de sa mise en scène grinçait maladroitement. Son téléphone a sonné pile à ce moment et il est sorti dans le couloir en prétextant un appel client urgent, me disant de ne pas l'attendre et de finir le bol avant qu'il ne refroidisse. Dès que la porte s'est refermée, j'ai remué lentement la soupe, observé la poudre remonter puis redescendre et j'ai photographié le bol, la cuillère, ainsi qu'un petit flacon de pilule sans étiquette à moitié caché dans le tiroir de son bureau. Au-dessus du bureau était accroché notre portrait de 10e anniversaire de mariage, tous deux souriants, et fixer cette photo pendant qu'un bol de soupe empoisonnée m'attendait a fait quelque chose se briser silencieusement au fond de ma poitrine. Sa secrétaire, Brooke Sinclair, visiblement enceinte et pâle, est entrée quelques instants plus tard avec des papiers, lançant un regard affamé vers le bol. Je lui ai dit qu'une femme enceinte ne devait pas rester le ventre vide et j'ai poussé la bisque vers elle, insistant pour qu'elle en mange chaque cuillerée, la regardant hésiter exactement le temps que la politesse l'exigeait avant qu'elle ne tire le bol vers elle à deux mains. J'ai reculé vers la fenêtre, photographié discrètement la scène et compris une chose avec une certitude totale. Pas une seule cuillerée de cette soupe n'avait jamais été destinée à ma propre bouche. Julian est revenu, rayonnant en voyant le bol vide, m'a tapoté l'épaule et m'a souhaité une vie longue et pleine de santé, ignorant totalement que c'était Brooke qui l'avait mangé. Quand Brooke a fièrement annoncé qu'elle avait terminé le bol, j'ai vu la couleur se retirer du visage de mon mari en un instant. Sa main volant vers sa nuque tandis qu'il reculait en titubant, exigeant de savoir pourquoi elle avait mangé quelque chose qui ne lui était jamais destiné. Pour comprendre comment nous en étions arrivés là, il faut remonter 15 ans en arrière. Un jour de mariage printanier où mon père avait placé une épaisse enveloppe dans les mains de Julian, lui disant qu'il s'agissait du capital de départ pour son entreprise, à la condition que 60% des parts soient enregistrés de façon permanente à mon nom. Chaque dollar de la retraite de mes parents et de mon indemnité de départ était parti dans cette enveloppe. Et pendant les 15 années qui ont suivi, Julian et sa mère Margaret m'ont demandé encore et encore de leur céder ces parts par simple commodité, et à chaque fois, en pensant à la main de mon père, j'ai discrètement refusé. Ces 15 années n'ont pas été tendres avec moi. Je me tenais dans la cuisine de mes beaux-parents chaque matin de fête à 5h30, préparant des repas faits maison pendant que Margaret se vantait au téléphone du sang brillant de son fils. J'ai vu Julian expédier à ses clients des cadeaux que mes propres parents nous avaient envoyés, pendant que Margaret insistait pour qu'ils doivent encore une part de tout à son frère, mon propre nom n'étant jamais mentionné à propos du moindre cadeau offert par ma famille. Quand ma mère s'est effondrée après un AVC, Julian a préféré un dîner de réseautage à l'hôpital, puis s'est moqué de mon visage épuisé devant ses propres clients quelques jours plus tard, alors que j'avais dormi sur un lit de camp au chevet de ma mère. J'ai commencé à tout documenter discrètement bien avant ce matin-là avec la soupe. J'ai photographié ses relevés de cartes de crédit professionnelles montrant un appartement de luxe à Soho et des dîners qui n'avaient jamais été des rendez-vous d'affaires. J'ai appris par notre directeur comptable que des fonds de l'entreprise étaient discrètement transférés chaque mois vers une société écran liée à une associée de Brooke et que le bail de l'appartement de Soho désignait Julian comme locataire, tandis que Brooke en était l'occupante réelle. Un soir, en sortant de son bureau, j'ai vu s'allumer sur son téléphone un texto confirmant un rendez-vous prénatal dans une clinique de fertilité. Et j'ai compris exactement de qui était l'enfant que portait Brooke. J'ai rencontré discrètement un avocat de Wall Street.
ouvert le petit coffre-fort de mon placard et confirmé ce que je savais déjà, que les 60% de parts sécurisées par mon père 15 ans plus tôt n'avaient jamais été diluées parce que je n'avais jamais signé pour les céder. J'ai rassemblé chaque photographie, chaque relevé, chaque bail dans une seule et même enveloppe jaune bien avant ce matin-là au bureau, attendant simplement le moment où Julien me montrerait enfin exactement en quoi il s'était transformé. Ce moment est arrivé le jour où il s'est effondré sur son propre tapis, une écume blanche se formant au coin de ses lèvres, tandis que Brooke s'écroulait à côté de lui, serrant son ventre et me suppliant d'appeler à l'aide. Je n'ai pas hésité. J'ai ordonné à l'accueil d'appeler à la fois une ambulance et la police, envelopper le flacon de pilule dans un mouchoir sans le toucher directement et sécuriser les images de vidéosurveillance avant que l'un ou l'autre ne puisse être déplacé. Alors que le téléphone de Brooke glissait de sa main et s'allumait sur le tapis, un message de Julian est apparu clairement à l'écran, envoyé exactement au moment où il prétendait être en appel avec un client, confirmant qu'il nous avait menti toutes les deux dans la même heure. À l'hôpital, Margaret est arrivée en courant dans le couloir et m'a agrippée par le col, hurlant que j'avais fait quelque chose à son fils, et je me suis simplement reculée, laissant un enquêteur nous séparer sans prononcer un seul mot pour ma défense. Dans le service de maternité, Brooke, ayant échappé de justesse à une fausse couche, a tout avoué en sanglotant. L'appartement, les promesses de devenir la prochaine épouse, les fonds de l'entreprise transférés à son nom, admettant qu'elle n'avait pas mesuré la gravité de tout cela jusqu'à ce matin-là. J'ai remis aux enquêteurs un dossier de preuves complet ce soir-là même, et en quelques jours, le rapport toxicologique a confirmé que la poudre dans la soupe était une substance capable de provoquer des complications fatales chez les femmes enceintes et un stress cardiaque sévère chez n'importe qui d'autre. Ce qui signifiait que Julian me l'avait sciemment servi tout en sachant que sa propre maîtresse pouvait entrer dans ce bureau à tout instant. Julian ayant été inculpé et incapable d'exercer ses fonctions, mon avocat a confirmé que je pouvais immédiatement convoquer une assemblée d'urgence des actionnaires en tant qu'actionnaire majoritaire. En quelques jours, je me suis assise à la tête de cette table de conseil et j'ai voté pour destituer mon mari de son poste de directeur général, la motion passant sans la moindre objection. Je suis entrée ensuite dans le bureau exécutif désormais vide. J'ai soulevé à 2 mains la plaque portant son nom pour la retirer du bureau et l'ai remplacée par une portant le mien. Sentant chaque matin solitaire passé dans cette cuisine se transformer enfin, pour la première fois, en quelque chose qui ressemblait à de la justice plutôt qu'à un sacrifice. Quand ses frères et ses sœurs ont envahi le hall en exigeant une réunion de famille, je les ai fait bannir de l'immeuble. Quand Margaret s'est effondrée à genoux dans mon bureau, me suppliant de sauver son fils, je lui ai dit calmement qu'elle n'avait jamais mis les pieds dans cette cuisine avec moi à 5 heures du matin et que je n'avais aucune obligation de m'agenouiller pour elle désormais. J'ai poursuivi chaque recours légal à ma disposition, déposant des charges criminelles contre Brooke pour son rôle dans le détournement de fonds, une plainte civile pour l'infidélité elle-même, et des papiers de divorce que j'ai remis en personne à l'avocat de Julian lorsqu'il est arrivé, proposant un règlement en échange de l'abandon de toute poursuite. Des mois plus tard, dans une salle d'audience plongée dans le silence, un juge a condamné Julian à 15 ans de prison d'État pour tentative de meurtre et détournement de fonds d'entreprise, une année pour chaque année que je lui avais offerte, tandis que Margaret laissait échapper depuis la galerie un son brisé que je n'ai pas cherché à reconnaître. Brooke a été innocentée de l'accusation d'empoisonnement, mais reconnue responsable de l'infidélité et du détournement de fonds, condamnée à rembourser les sommes volées ainsi que des dommages et intérêts, et je l'ai regardé quitter ce tribunal seul, une main posée sur ce ventre qui avait autrefois servi de bouclier. Le trajet le plus difficile que j'ai fait après tout cela n'a pas été vers une salle d'audience. C'était vers la chambre d'hôpital de ma mère, où je me suis agenouillée près de son lit et j'ai placé doucement dans ses mains fragiles les 700 000 $ récupérés que mes parents avaient autrefois confiés à mon mari, lui disant que je rendais enfin exactement ce qu'elle et mon père avaient donné 15 ans plus tôt.
Elle m'a regardé longuement avant qu'une seule larme ne glisse sur sa joue, murmurant que tout ce qu'elle avait toujours voulu, c'était que sa fille vive une vie décente, et que j'avais assez souffert pour nous deux. Je lui ai promis, là, que chaque samedi lui appartiendrait désormais, sans réunion d'entreprise, sans excuses, seulement nous deux marchant dans la cour de l'hôpital aussi longtemps qu'elle aurait besoin de moi. S'il y a une chose que ces 15 années m'ont apprise, c'est qu'endurer en silence n'est pas toujours une preuve de force, et que parfois, s'en aller ou tenir bon avec un dossier rempli de preuves est aussi une forme d'amour, autant envers soi-même qu'envers ceux qui n'ont jamais cessé de croire en vous.